Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. J'imaginais que les États-Unis, c'était comme dans les films. Nous accueillons aujourd'hui Marie, une Française de 27 ans, qui habite depuis 1 an et demi à Portland, dans le Maine, aux États-Unis. Donc pour situer un petit peu, le Maine, c'est tout au nord-est des États-Unis, près du Canada. En France, Marie a rencontré Evan, un Américain, et après 1 an de relation à distance, elle a décidé de partir aux États-Unis s'installer avec lui. J'ai décidé de quitter mon travail en France et de venir m'installer ici, donc aux États-Unis. Donc j'ai pas vraiment choisi ce pays vu que c'est le pays de mon copain. Mais j'avais très envie de mieux connaître son pays parce que donc lui, Evan, mon copain, connaît bien la France parce qu'il y habitait 1 an. Mais moi, je connaissais pas vraiment les États-Unis. Et je trouvais que c'était important pour notre relation aussi de découvrir son pays, de découvrir sa culture, de mieux parler sa langue aussi, même si il parle couramment français. Quand il parle anglais, il a une sorte de personnalité un peu différente de quand il parle français. Et je trouvais que c'était aussi intéressant pour notre relation, en fait, d'approfondir notre relation en se connaissant chacun différemment, sous un autre aspect de culture et de langue. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie aux États-Unis ? Alors je dirais déjà que le Maine, c'est pas tous les États-Unis, donc c'est vraiment une petite partie. Mais les gens ici sont super accueillants et ils aiment bien. Dans le Maine, il y a peu d'habitants, il y a beaucoup de nature, c'est beaucoup de forêts, et il y a l'océan. Donc les gens aiment bien être dehors, enfin un peu cette culture-là. Je me faisais la réflexion l'autre jour qu'il y avait très peu de personnes en surpoids ici. Enfin, c'est vraiment pas très fréquent de voir. Et là, en ce moment, tu vois des gens qui courent partout, qui sont dehors. Donc c'est quand même un endroit spécial des États-Unis, quoi. C'est pas forcément comme ça partout. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les gens. Je suis dans une ville où il y a 60 000 habitants. Et quand tu croises quelqu'un que tu vas courir ou que tu vas marcher, les gens ils disent bonjour comme ça, alors que c'est quand même une ville. Enfin, c'est pas une énorme ville, mais c'est quand même pas un petit village, quoi. Et j'aime bien le fait que les gens se regardent dans les yeux aussi, que c'est un truc normal de se regarder dans les yeux. J'aime bien aussi qu'il y a aucun harcèlement de rue. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec ça ou je me suis jamais sentie mal à l'aise par rapport à quelqu'un dans la rue ou quoi. Et ouais, je pense que les gens aiment bien les contacts sociaux en général. Et quand les gens commencent à se connaître aussi, ce qui est drôle, c'est nous on fait la bise et eux ils font des câlins. Et genre leur câlin, c'est tu touches tout le buste de la personne. Et moi, au début, c'était beaucoup trop parce que je rencontrais tous les amis d'Evan et tout le monde me faisait, ou sa famille aussi, et tout le monde me faisait des câlins comme ça. Et moi, je sais pas, j'arrivais pas. Enfin, si, je le faisais, mais c'était énorme pour moi de me coller à quelqu'un comme ça. Et, et j'en parlais aussi, des fois avec ces mêmes personnes avec qui je faisais un câlin, où je leur expliquais, nous, on fait la bise. Et il y en a beaucoup qui étaient là, mais la bise, attends, tu touches avec ta bouche la tête de la personne. C'est aussi hyper intime comme truc. C'est hyper intrusif aussi, en fait. Ouais. On se rend pas Mais on compte se rend par plus compte, habitude. ouais. C'est vrai. Voilà, les petites différences comme ça qui sont rigolotes. Mais on s'habitue, hein. Et les câlins américains, j'aime bien maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer quel visa tu as obtenu pour venir vivre aux États-Unis? Quel statut tu as dans le pays? Voilà, comment ça se passe concrètement pour toi au niveau des formalités administratives? Donc, c'était pas forcément évident au départ de trouver un visa pour les États-Unis. Parce que l'immigration ici, c'est quand même assez compliqué. Il y a
beaucoup de nombre de visas permis par an pour les visas de travail, ou alors faut avoir des capacités exceptionnelles ou ce genre de choses pour obtenir un visa. Et donc moi, j'ai pris la solution la plus simple que beaucoup de jeunes peuvent utiliser pour venir ici. C'est l'équivalent des permis vacances-travail, en gros, qu'il peut y avoir dans d'autres pays. Sauf que pour les États-Unis, c'est un peu plus cher et ça fonctionne un peu différemment. Mais voilà, donc j'ai pris c'est un visa J1, ça s'appelle. Et moi, j'ai le statut en fait de stagiaire. Donc, je travaille de façon normale, mais j'ai dû remplir avec ma maître de stage, donc ma chef à mon travail, tout un document pour expliquer toutes mes missions que j'allais faire, bien dire que j'allais être supervisée à tout moment dans mon travail, etc. Euh, voilà. Et donc, j'ai pas le statut de résident. C'est-à-dire que je suis obligée de partir à la fin de mon visa. Donc, moi, j'ai obtenu un visa de 18 mois. Et les visagiens, c'est en général entre peut-être un mois et 18 mois, c'est le maximum. Donc c'est toujours un temps limité. D'accord, donc ce visagien te permet finalement de travailler normalement comme tu le disais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie professionnelle aux États-Unis? Alors je travaille comme fromagère sur deux fermes, ce qui est pas forcément très typique, mais enfin, c'est un peu bizarre de venir faire du fromage aux États-Unis, mais c'est un des projets que j'avais envie de faire dans ma vie. Et je me suis dit, ben, quitte à changer de vie et de pays, bah, autant changer de travail. Et donc, enfin, je travaillais déjà dans l'agriculture avant, mais pas nécessairement dans la production de fromage. Alors justement, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu as comme formation? Qu'est-ce que tu faisais comme métier en France? Alors, j'ai fait une école d'ingénieur en agronomie et j'ai travaillé 2 ans au syndicat du comté, donc le fromage appellation d'origine protégée. Et je travaillais sur des thématiques environnementales avec les agriculteurs qui font le lait pour le comté. Donc c'était quand même lié avec le fromage, avec la production agricole, etc. Mais j'avais pas les mains dans le lait pour faire le fromage. Donc là, c'est vraiment un travail plus pratique, on va dire, que j'ai aux États-Unis. Et j'ai décidé aussi de faire ça parce que c'était plus facile de trouver un travail de ce type en venant aux États-Unis par rapport à un boulot d'ingénieur, sachant que mon anglais était loin d'être parfait et que ça aurait été quand même compliqué d'avoir un boulot d'ingénieur ici dès le départ. Et est-ce que ça a été facile finalement de trouver ce travail aux États-Unis? Comment tu as procédé finalement? Alors j'ai regardé des annonces en ligne d'offres d'emploi qu'il pouvait y avoir. Et j'ai aussi regardé, parce que je savais que je voulais travailler sur une ferme plutôt de petite taille, quelque chose qui soit près de Portland, parce que on voulait avoir la possibilité d'habiter ensemble avec Evan. Donc en fait j'ai regardé toutes les fermes qu'il y avait autour. Il y a une guilde des fromagers du Maine, donc c'était assez facile. J'avais toute la liste de toutes les fermes et j'ai contacté pas mal de gens. J'ai visité plein de fermes à ce moment-là, parce que oui, du coup j'étais sur place en fait. Je suis venue comme touriste. Euh, voilà pour donc en fait je dirais pas que c'était facile, mais ça s'est fait quand même rapidement et donc j'ai pu trouver ces fermes voilà assez facilement, on va dire. D'accord. Et donc tu veux dire que tu as été obligée de venir sur place pour rencontrer les personnes, prendre un visa touriste, donc finalement payer un billet d'avion, investir de ton temps et de ton argent. Tu aurais pas pu trouver un travail à distance? Bah si, probablement, c'est ce que font beaucoup de gens en fait. C'est pas vraiment recommandé de faire ce que j'ai fait, mais mais pour moi c'était important en fait d'aller sur place, de voir, enfin de rencontrer les gens en fait. Oui, je comprends complètement cette envie de venir directement sur place au préalable pour trouver un travail et tâter le terrain concrètement. Et je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, qui était la langue. Comment ça s'est passé pour toi, l'adaptation par rapport à l'anglais? Bah ça a été difficile au début parce que je parlais pas vraiment très bien l'anglais. Enfin je savais faire des phrases, je comprenais à peu près, mais clairement dans les discussions avec beaucoup de personnes c'était compliqué. Donc oui, ça m'a, enfin, j'ai eu un temps d'adaptation par rapport à ça. Outre la langue, est-ce qu'il y a des choses qui ont nécessité une adaptation particulière selon toi?
C'est vrai que la langue, ça m'a pris quand même un peu de temps pour me sentir beaucoup plus à l'aise. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas juste une question de vocabulaire et de savoir faire des phrases et de parler, mais c'était aussi une question d'avoir des références culturelles pour comprendre de quoi les gens parlent. Par exemple, tout ce qui est la politique, par exemple, c'est vrai que j'avais plein de personnalités politiques que je connaissais pas du tout. Tant que t'es pas dans le pays, t'en entends pas du tout parler dans les informations internationales. Tout ce qui est aussi peut-être film ou personnalité connue localement, ou juste des films que tout le monde a vus quand ils étaient petits, ou des livres que les gens lisent aussi, ou des auteurs. Voilà, ça m'a pris un peu de temps pour avoir un peu plus de références et il m'en manque encore beaucoup, mais je comprends déjà un peu mieux le contexte, on va dire, par rapport à ça. J'ai mis à peu près 6 mois pour me sentir vraiment bien. Et puis aussi rencontrer des gens. Donc ça, c'est sûr que ça a été la deuxième chose qui... Hmm. Enfin, d'abord j'ai dû m'adapter à la langue et après, en même temps, en fait, c'est venu en même temps de devoir rencontrer des gens et avoir une vie sociale un peu plus remplie que tout au début quand on s'installe quelque part. Et justement, pour s'intégrer, je pense que c'est un petit peu comme partout. C'est très intéressant de s'inscrire, par exemple, à une activité physique, sportive, musicale ou quelle qu'elle soit. Toi, est-ce que c'est ce que tu as fait pour t'intégrer d'autant plus et rencontrer de nouvelles personnes? Oui, dans le Maine, il y a pas mal de ski, mais bon, je suis pas trop une skieuse. Mais j'ai repris plus sérieusement l'escalade. J'en faisais déjà un peu en France. Mais ici, je sais pas, je me suis dit, allez, c'est pas mal, c'est facile de rencontrer des gens dans la salle. T'es obligé d'être à deux, donc c'est obligé que tu parles avec quelqu'un. Donc je me suis inscrite dans une salle et j'ai rencontré vraiment plein de gens. C'est une bonne communauté de personnes avec qui j'ai pas mal d'affinités parce que c'est beaucoup de gens qui aiment bien tout, toutes les activités à l'extérieur, qui aiment bien la nature, etc. Donc c'était vraiment une bonne source de rencontres. Et j'ai eu aussi au niveau social la chance que Evan, mon copain, habite à Portland déjà depuis 1 an et quelques quand je suis arrivée. Donc il avait déjà un réseau de personnes autour de lui et ça m'a aussi bien aidé à me sentir plus à l'aise, à rencontrer des gens plus rapidement et à vraiment me mettre directement dans la culture américaine du Maine. Alors, il y a des choses qui m'ont un peu interpellée quand je suis arrivée sur notamment le comportement, on va dire, des Américains, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de préjugés ou du moins j'imaginais que les États-Unis c'était comme dans les films. C'est pas vraiment le cas. Enfin, je connais pas tous les États-Unis et c'est différent dans tout, enfin dans chaque État presque. Mais en tout cas, je peux parler pour le Maine. Je me permets de rajouter une petite information. Entre nous, Marie n'a jamais rêvé de vivre aux États-Unis. On pourrait même dire que c'était l'un des derniers pays où elle aurait imaginé mettre les pieds un jour pour s'installer et vivre là-bas. Avant de rencontrer Evan, elle n'avait pas forcément envie de rencontrer des Américains et pourtant, voici ce qu'elle en dit aujourd'hui. Les Américains sont hyper positifs par rapport aux Français. Ils voient toujours le verre à moitié plein, on va dire. Et parfois, ça peut être un peu étrange. Et au début, je me disais, mais ils sont tous hypocrites. Enfin, ils ont l'air tous d'être trop contents pour chaque chose qu'on raconte ou chaque histoire qu'on raconte. Enfin, c'était vraiment énormément de choses positives. Et en fait, on s'y fait. Et c'est juste que pour eux, c'est normal de se comporter comme ça et ils se sentent pas hypocrites les uns par rapport aux autres. Mais moi, je le sentais comme ça parce que pour moi, je me disais, mais c'est pas possible qu'ils soient tout le temps trop contents de tout ou que la chose que tu es en train de leur dire, c'est si ouf que ça et qu'ils soient à ce point en train de s'exclamer ouais. Donc ouais, Je crois que je vois ce que tu veux dire. ouais. Ouais, j'ai vraiment remarqué que c'était un peu la culture je sais pas si on peut dire ça, mais du brainstorming, où en fait chacun va donner toutes ses idées et tout le monde va dire ouais, génial, c'est trop bien. Et en fait, personne va dire attends, mais là, ça pourrait quand même foirer si tu fais ça parce que enfin, ça va peut-être pas marcher comme ci ou comme ça. En fait, les gens font pas trop ça. Moi, j'ai eu du mal parce que des fois, je disais mais attends, mais ça va pas le faire. Et les gens, ils me regardaient en mode mais qu'est-ce qu'elle a celle-là?
Donc ça a été un peu, notamment au travail, ça a été un peu étrange au début de s'habituer à ça. Mais bon, enfin, on s'y fait, hein, parce que comme c'est des choses positives, c'est pas désagréable de s'habituer à un environnement positif, on va dire. Tout à fait. Et est-ce que tu as réussi à créer de vraies amitiés, entre guillemets, avec des Américains? Oui, bah, je dirais que ça prend vachement de temps. Aussi parce que, enfin, je veux dire, c'est le cas partout. Dès qu'on déménage quelque part, qu'on soit en France ou à l'étranger, ça prend toujours du temps de rencontrer des personnes avec qui tu as beaucoup d'affinités et de devenir vraiment proche avec la personne. Mais je dirais que oui, maintenant, bah, pas énormément, mais il y a quelques personnes avec qui, oui, je sais que je vais garder contact et sur le long terme, quoi. Et puis aussi d'autres gens avec qui bah, je suis contente de les voir quand on se voit, mais on va pas forcément se raconter les détails intimes de nos vies. Et c'est très bien comme ça aussi. C'est chouette d'avoir plusieurs niveaux d'amitié, on va dire. Ce qui est rassurant dans ce que dit Marie, c'est que finalement, peu importe l'endroit où on se trouve, peu importe nos différences culturelles, les liens d'amitié que l'on arrive à créer sont à peu près comme partout. Nous avons parlé de relations amicales, mais qu'en est-il de sa relation de couple, qui est finalement la raison pour laquelle elle a tout quitté? Donc Evan parle français couramment. Et pour ça, c'est chouette parce que je peux lui dire un peu tout en français et il comprend tout. Donc si j'ai des choses on va dire des conversations plus profondes des fois sur ce que je ressens. C'est plus facile de lui dire en français qu'en anglais. Enfin, j'ai plus de mots. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Et après, oui, c'est sûr que des fois, on a clairement des différences qui peuvent être culturelles, mais aussi qui sont interpersonnelles. Et c'est un peu dur des fois de différencier les deux. Euh, des fois, finalement, je sais pas si on réagit différent parce que je suis française qu'il est américain, ou si c'est juste parce qu'on est deux personnes différentes et que bah voilà, on n'a juste pas les mêmes réactions à ce qui se passe. Euh, mais par rapport à ça, on va dire que je pense que des choses sur lesquelles on peut ne pas trop se comprendre, des fois, c'est un peu la nourriture. Bon, on mange tout le temps la même chose, on cuisine ensemble et tout ça, et Evan aime bien cuisiner, donc c'est trop chouette, mais je dirais que je me suis rendu compte que je suis un peu psychorigide sur certaines choses. Les Américains aiment bien les petits snacks, manger des petites chips, des petits gâteaux, des petits trucs comme ça un peu tout le temps. Et moi, je fais pas trop ça en général. Enfin, quand on va faire les courses, on va dans des supermarchés souvent. Et il y a beaucoup, ils aiment bien les gâteaux avec beaucoup de. Euh, mince, comment ça s'appelle ce qu'on met dessus? C'est frosting, mais je sais plus ce que c'est. Bah, tu sais, où tu mets plein de couleurs et de mousse et je sais pas, des petites décorations et tout ça, de toutes les couleurs, genre c'est bleu, c'est rose, c'est jaune, enfin, ce truc pour moi, ça fait vraiment trop artificiel. Le frosting dont nous parle Marie correspond au glaçage que l'on peut retrouver sur des biscuits, des cupcakes, etc. Et visiblement, ça n'a pas l'air de lui plaire. Ça a l'air dégueulasse. Enfin, moi, c'est ce que ça m'inspire. Je me dis, mais jamais j'ai envie d'acheter ça. Et donc, avec Evan, on était dans le supermarché. Et je lui montre un gâteau. Je lui dis, ah, mais ça a l'air vraiment pas bon ce truc. Et je lui dis en français, je lui dis, ça a l'air vraiment pas bon ce truc. Je me demande qui est-ce qui peut acheter ça. Et là, il me regarde avec des petits yeux tristes et me dit, bah, tu sais, quand j'étais petit, et ben, j'attendais chacun de mes anniversaires pour avoir ce genre de gâteau. Mes parents m'en achetaient un tous les ans. Et j'adorais ça. Et j'étais trop mal. En fait, c'est aussi un peu le problème, entre guillemets, avec Evan, c'est que comme il parle couramment français, des fois, j'oublie qu'il est américain. Enfin, je sais pas que j'oublie, mais c'est juste que j'ai l'impression que je peux lui parler et il a les mêmes références que moi. Et en fait, non. Tant qu'on est dans le sujet nourriture, on n'en a pas du tout parlé, mais en fait, quel fromage tu fabriques là où tu travailles? Et ben, on fait plein de fromages différents et des fromages, des tomes, donc des fromages à pâte pressée cuite.
On fait des fromages frais qui ressemblent un peu, enfin, c'est pas fromage frais français, c'est des fromages un peu comme de la feta, qui s'affinent pas, qui sont encore assez humides et un peu durs, et dans lesquels on met des canneberges, des petites algues aussi, du Maine. Voilà, on fait des yaourts, on fait des fromages comme des camemberts, c'est à peu près tout. Ah oui, on fait aussi le fromage qu'il y a dans la poutine canadienne. On fait ces fromages-là et en fait c'est comme faire du cheddar mais tu t'arrêtes avant l'affinage et tu coupes le caillé en petits morceaux et les gens ils mangent ça comme des petits snacks pour l'apéro. Donc voilà, ça c'est une Mmh. particularité. Ouais, c'est pas mal mais c'est un peu spécial mais c'est bon. Est-ce qu'on peut dire que les Américains savent faire du fromage? Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a pas mal, dans le Maine, il y a pas mal de petites fermes qui font du lait cru. Ici, on peut affiner, si tu affines ton fromage 60 jours, tu peux le faire au lait cru. Par contre, tu peux pas faire de fromage frais du coup. Mais il y a vraiment des très bonnes choses, des très bons fromages qui sont faits par ici. C'est peut-être pas le cas partout aux États-Unis, mais en tout cas dans le Maine, il y a 40 fromagers. Et 40 fromagers, c'est beaucoup pour ici. Je crois qu'on est le premier État, quand on compte le nombre de fromagers par nombre d'habitants, on est le premier État des États-Unis. Donc il y a vraiment énormément de fromagers par habitant, on va dire. Voilà. D'accord, et tu te dis: «On est le premier État», tu t'es vachement, tu te sens intégrée, en fait, dans cette région, dans cet État? Ouais, c'est drôle, j'avais pas remarqué. Et ben oui, je me sens faire partie de la famille du fromage ici, on va dire. Mais je me sens toujours tout le temps étrangère parce que j'ai un gros accent français quand je parle anglais hein, quand même. Enfin, moi, j'arrive pas à l'enlever. Et je pourrais travailler dessus, mais j'avoue que je travaille pas dessus. Je suis sûre que ton accent est très, très mignon et que les Américains adorent. Et comment sont perçus les Français, aux États-Unis ou tout du moins, dans le Maine? Souvent, enfin, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ah, mais tu viens d'où? Parce que il y a beaucoup de gens qui reconnaissent directement que mon accent est français, donc ils me disent ah, t'es française. Et d'autres qui me demandent, bah, tu viens d'où? Et je dis, ben, je suis française. Et il y a souvent, enfin, plusieurs fois des gens qui m'ont dit, oh, c'est trop cool. Ou alors qui me disent, ah, mais t'as trop de chance. Et moi, je suis là, bah, je sais pas, j'ai pas choisi, les gars. C'est bizarre vos réactions. Mais enfin, juste pour dire que la France a quand même une bonne image, je pense, aux États-Unis. Et ça me fait penser à une anecdote aussi au travail. Il y a un de mes collègues que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui est un supporter de Trump, donc qui aime vraiment bien le président actuel. Et j'en ai parlé à mes collègues et je leur ai dit, mais je comprends pas trop pourquoi il m'aime bien parce que je suis une immigrée quand même, pas américaine. Je comprends pas pourquoi est-ce que Mike il m'aimerait bien. Et une de mes collègues elle m'a dit, non mais Marie, tu sais, je pense que pour lui, t'as la bonne nationalité et la bonne couleur de peau. Je précise à nos auditeurs qui ne voient pas Marie, que Marie a la peau blanche, donc ce qui, dans ce contexte précis, est considéré aux yeux de Mike comme étant la bonne couleur de peau. Et je me suis dit, bah ouais, c'est vrai Ah que ouais. en fait, suivant bah, déjà peut-être ton apparence et aussi ta nationalité, l'accueil serait vraiment différent. Et je me suis dit, bah ouais, enfin, c'est vraiment dommage, mais c'est un peu, on va dire, l'immigration sélective. Je sais pas si on peut dire ça, mais. Et ouais, je sais pas, j'étais un peu triste à me rendre compte de ça. Mais bon. Hmm. Du coup, je pense qu'en étant français aux États-Unis, c'est pas la pire nationalité pour s'adapter. Et ouais, les gens, ils ont un peu ces étoiles dans les yeux quand tu leur parles de la France, Ouais, en général. Ouais. ok. Et t'as envie de rester dans ce pays par la suite? T'as envie d'essayer de pouvoir prolonger ton visa ou quels sont tes projets? Alors, prolonger mon visa, c'est pas possible parce que donc, mon visa, c'est un visa d'échange culturel. Donc, on est vraiment censé rentrer chez soi quand on a fini le visa. C'est en fait pour avoir une expérience ailleurs et après tu retournes dans ton pays pour utiliser l'expérience internationale que tu as eue. C'est l'idée de ce visa. Et donc, avec Evan, on a décidé de venir en France à la fin de l'année, donc à la fin de mon visa. Donc ça, c'est une décision qu'on a prise parce que bah, Evan, ça ne le dérange pas de venir en France. Moi, je suis aussi contente de rentrer. Et si je voulais rester là, en fait, il faudrait que
on prenne une décision comme se marier et on n'a pas forcément envie de se marier pour les papiers si on a d'autres options. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait un peu moins de 3 ans. Donc ouais, on s'est dit qu'on ne peut pas faire ça juste pour les papiers, qu'on a envie de prendre le temps. Donc la France, c'est une bonne option pour le moment. D'accord. Super. Eh bien, Marie, j'aimerais faire une petite interview dans l'interview pour terminer, si tu veux bien. Quelle est ta ville d'origine en France? Alors, on va dire que c'est l'endroit où j'ai passé tous mes étés. Donc c'est en Haute-Normandie, en Seine-Maritime, près de la mer. Quel est ton endroit préféré au monde? C'est aussi ce même endroit, à Manneville, parce que c'est là où en fait, on a beaucoup déménagé avec mes parents et c'est là où on revenait tous les étés. Donc c'est un peu mon endroit ancre, on va dire. Le nombre de fois que tu as pris l'avion? Beaucoup trop de fois. Je ne sais pas. Bah, comme je disais, on a habité dans différents départements d'outre-mer avec mes parents. J'ai aussi voyagé pendant mes études et ouais, c'est beaucoup trop de fois. Est-ce que tu peux nous raconter ta meilleure anecdote en tant qu'expatrié, entre guillemets, aux États-Unis? C'est pas mon anecdote, c'est plus une expérience. Avec une des fermes où je travaille, j'ai eu l'occasion de vendre des fromages sur le marché. Et les gens, ils sont trop à fond quand déjà parce que c'est du fromage, on leur fait goûter. Et quand ils entendent que je suis française aussi, enfin, j'ai eu des bonnes connexions avec des gens sur le marché comme ça, des inconnus, et c'était super chouette. Et à l'inverse, quelle est la pire anecdote que tu aurais à nous raconter? La première fois, c'était dans un resto. J'avais que ma carte d'identité française. Et franchement, la carte d'identité française, t'as l'impression que je sais pas, tu l'as plus fait plastifier à l'imprimerie du coin. Enfin, ça se fait pas très officiel. Et j'ai montré ma carte pour avoir un verre d'alcool. Et la femme m'a dit non, bah, il me faut votre passeport ou un truc officiel. J'étais là, mais c'est ma carte d'identité. Et elle m'a dit, bah non, je peux pas, désolée, je peux pas vous servir. J'étais un peu vénère. Mais je remets pas mon passeport quand je sors au resto. Et la deuxième, c'était juste aussi que j'ai voulu faire un don du sang et j'ai pas pu parce que j'étais française et que ici ils testent pas pour pour la maladie de la vache folle. Et du coup, si tu as été en France dans les années 80, enfin 90-2000, et ben ils prennent pas ton sang. Donc j'étais un peu dégoûtée. Voilà. C'était de belles anecdotes. Merci Marie. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire en particulier? Je voudrais reparler de l'expérience de choc culturel en fait quand on arrive quelque part et juste de dire que, enfin, on en parle beaucoup avec Evan de ça, de se dire qu'en fait le choc culturel c'est pas juste une fois, c'est pas le début, c'est pas genre juste s'habituer, c'est tout le temps. Et tout le temps tu vas sentir que tu viens d'ailleurs et que il y a des choses qui seront jamais tes références parce que t'as d'autres références depuis que t'es petit. Voilà, mais c'est ça qui est aussi super intéressant et super enrichissant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour les aider un petit peu à se lancer dans leur expérience de vie à l'étranger? Je dirais que c'est peut-être chouette de s'informer un tout petit peu sur le pays, de regarder peut-être un petit peu la culture pour voir si c'est quelque chose qui pourrait plaire. Des fois, au niveau personnel, on peut être adapté à certains pays et un peu moins à d'autres. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien aller dans un pays comme ça sans rien savoir, mais si on veut s'installer vraiment pour un long temps, je dirais que c'est chouette d'avoir au moins quelqu'un qui raconte son expérience, écouter des expériences d'autres personnes pour voir si ça pourrait nous aller. Nous arrivons cette fois-ci à la fin de l'interview. Merci beaucoup Marie pour ton témoignage. Merci. Si vous voulez soutenir ce podcast, laissez-nous un commentaire ou une note sur l'application que vous utilisez et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. C'était Expat et compagnie avec Clotilde. Merci à vous.